présentation du sujet. Bonjour mesdames, messieurs, nous allons parler dans cette vidéo d'un livre ayant pour titre « Note sur la suppression générale des partis politiques » de Simone Veil. Un titre un peu alambiqué et pas très sexy, je vous l'accorde. C'est vrai que si on le voit dans une librairie entre les best-sellers et leur publicité, on a peu de chances de l'acheter. Comme quoi, comme le dit l'adage, il ne faut pas juger un livre à sa couverture, et un dormeur non plus d'ailleurs, et un espion encore moins. Plus sérieusement, les partis politiques sont dans notre système actuel une clé de voûte incontournable. Pour s'assurer que cela soit, on a été jusqu'à l'inscrire dans la Constitution du 4 octobre 1958. Article 4. Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Ainsi donc, les partis politiques seraient l'expression même de la démocratie qu'ils doivent respecter, comme le prévoit la Constitution. Et émettre un avis contraire, à savoir que les partis politiques, à l'exact opposé, étoufferaient l'expression démocratique, est une hérésie, un blasphème et un tabou. 2. La présentation de l'auteur. Il faut faire attention, il peut y avoir confusion. Il ne faut pas confondre Simone Veil avec son homonyme. Simone Veil, avec un V, est une femme politique française née en 1927 qui est encore actuellement en vie. Connue principalement parce qu'elle a donné son nom à une loi, la loi Veil, promulguée en 1975, qui autorise l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Simone Veil avec un W. 2 V pour le prix d'un, mesdames, messieurs, une sacrée occasion à ne rater sous aucun prétexte. C'est une philosophe française née en 1909 et morte en 1943 en tant que résistante en Angleterre. C'est elle qui a écrit le livre dont nous traitons aujourd'hui, une note sur la suppression générale des partis politiques. Veil est mon ami alors que Veil n'est pas mon ami. Je tiens sincèrement à m'excuser pour ce jeu de mots douteux. 3. D'où viennent les partis? Le livre commence par l'explication de l'origine des partis. Les partis politiques français trouvent historiquement leurs origines dans le Club des Jacobins, très influent entre 1792 et 1794, c'est-à-dire juste après la Révolution. C'est au début un lieu de simple discussion, un peu comme ça, mais avec du monde, pas d'enfantillage et pas de prise de décision au nom de la nation. Je tiens à préciser que cette image n'a pas été retouchée. Affligeant, hein. Mais la terreur et les guerres de la Révolution française vont transformer le parti en organe totalitaire. En effet, en 2 ans, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont accusées d'être des ennemis de la Révolution et sont exécutées. Toute personne ayant une pensée politique déviante est tuée, et la délation est omniprésente. Youpi, c'est la fête, qu'est-ce qu'on s'amuse. 4. La synthèse du contrat social. Veil enchaîne par la synthèse du livre de Rousseau, dont le titre complet est « Du contrat social ou principe du droit politique ». Elle affirme alors « La démocratie, le pouvoir du plus grand nombre, ne sont pas des biens. Ce sont des moyens en vue du bien, efficaces à tort ou à raison. Et tout crime a pour mobile la passion. Passion, primo, affection, intérêt très vif pour quelque chose. Par exemple, « Ah mais je suis trop passionné par le curling, tu vois ». Secondo, amour intense, par exemple, Roméo il est trop passionné, quoi. Tertio, émotions très fortes qui vont à l'encontre de la raison. L'amour, la haine, la souffrance, les désirs, les pulsions, qui vont nous pousser à faire quelque chose déraisonné. Quand Veil nous parle de passion, il semble évident qu'elle utilise passion dans son 3e sens. Quand Veil nous dit « tout crime a pour mobile la passion », je pense qu'on ne peut être que d'accord. En effet, rares sont les mauvaises actions que l'on commet sans amour, sans haine, sans souffrance, sans désir et ou sans pulsion. Le contrat social de Rousseau, pour affirmer que le pouvoir du peuple est meilleur que le pouvoir d'un seul ou d'un petit groupe, part de 2 principes de base. Premier principe, la raison est identique chez tous les hommes, tandis que les passions diffèrent le plus souvent. Deuxième principe, par suite, si chacun réfléchit individuellement et exprime une opinion sur un problème, et si l'on compare ensuite les opinions, il est probable qu'elles coïncident sur la partie juste et raisonnable de chacune et différeront sur les injustices et les erreurs. C'est pour cela que Rousseau pensait que le vouloir d'un peuple était plus conforme à la justice que le vouloir d'un individu, car les passions individuelles ont tendance à se compenser contrairement aux passions collectives. Simone Veil précise qu'une passion collective, ou un petit nombre de passions collectives, donneront les mêmes résultats. En effet, même s'il y a 10 groupes d'individus, chacun prêchant pour son modèle de prêt-à-penser,
Et pour sa solution miracle en affirmant que les autres sont des charlatans, les problèmes restent les mêmes. Il faut donc des passions individuelles pour que celles-ci se compensent. Il faut juste que chacun réfléchisse individuellement sur les sujets de la vie publique, sans que son entourage lui dise quoi penser et fasse pression sur lui. Cependant, il y a deux éléments indispensables pour pouvoir appliquer la notion de volonté générale que je viens de décrire à l'instant. Premièrement, l'absence de passion collective. Deuxièmement, il faut que le peuple s'exprime sur les détails de la vie publique et pas qu'il vote pour des gens. Weil affirme donc que nous n'avons jamais été en démocratie, car le peuple ne s'exprime que très rarement sur un problème politique. De plus, tout ce qui échappe aux intérêts particuliers est livré aux passions collectives, lesquelles sont systématiquement officiellement encouragées. Faisons rapidement une petite énumération des premières passions collectives qui me viennent à l'esprit. La grippe aviaire et ses 1,5 milliard dépensés, dixit le Figaro. Le musulman ayant un couteau entre les dents et le terrorisme moyen-oriental. La terreur jaune et le péril chinois, qui a remplacé le péril japonais. La peur du nucléaire, etc., etc. Je n'affirme pas que tous ces éléments sont faux, ou au contraire tous justes. Je dis juste que si chacun reste dans son groupe, sans démordre de sa position, que chacun refuse de penser et se contente d'émettre une opinion non travaillée en se gargarisant de ses exemples, le débat sera faussé par cette passion collective et par ce manque de travail et d'objectivité. Et il est peu probable que l'on trouve là où les solutions et que l'on adopte une bonne attitude. L'utilisation des mots de démocratie et de république oblige donc à examiner attentivement les deux problèmes suivants. Premièrement, comment donner en fait aux hommes la possibilité d'exprimer un jugement sur la vie politique? Deuxièmement, comment empêcher, quand il y a référendum, qu'il ne circule une passion collective? Nous traiterons de ces problèmes dans d'autres vidéos, notamment une sur Étienne Chouard.